Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ludovic Leroy. Bonjour Lila-Louise Maréchaux. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à vous pour l'invitation. C'est sur la recommandation de Maître Mancheclou sur Twitter que nous remercions donc. Eh bien Ludovic, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Oh, c'est une belle question qui va nécessiter un petit peu de développement. La profession d'avocat, je l'ai envisagée assez tôt. Je crois que c'était au début du collège. Je souhaitais devenir avocat. Alors à l'époque, je pense que j'en avais une idée très diffuse de la profession d'avocat, ce qu'elle recouvre effectivement, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté dans mon esprit à partir du collège. Et puis est arrivé le lycée, l'idée ne m'a pas quitté. Elle était un peu en concurrence avec le fait de faire des études d'histoire, mais le droit et le fait de devenir avocat me plaisait toujours. Et puis après le bac, il a fallu faire un choix. Et ça a été un petit peu le coup du destin parce que là où j'habitais, il y avait une antenne universitaire de l'université de Tours qui donc nous permettait de faire du droit. Plutôt que d'aller à Tours, qui était un peu plus loin pour faire de l'histoire, je me suis dit, moi, bon, dans les deux cas, ça me plaît, je vais choisir le plus pratique. Et ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à faire du droit. Après, à la fac, pour être très honnête, j'envisageais plus du tout de devenir avocat. Ah ouais, qu'est-ce que vous envisagez Ouais, pourquoi Qu'est-ce qui vous a écarté pendant la fac de cette idée de devenir avocat ? Je crois qu'en fait, c'est l'enseignement en lui-même. C'est-à-dire que on avait un enseignement, il y a plus de 20 ans maintenant, qui était assez disparate, qui doit à peu près toujours être le même, notamment en première année, où on voit à la fois les institutions administratives, le droit constitutionnel, qui moi me plaisait fortement, et puis on a les premières matières de droit privé, notamment qui ont trait au droit de la famille, et je me souviens surtout de ces longues discussions qu'on pouvait avoir à la cafétéria, plutôt court, qui concernaient notamment la remise des cadeaux de fiançailles. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça, je me suis dit, ça me plaisait pas vraiment beaucoup. Et le prof de l'époque nous disait, quand vous serez avocat, vous traiterez des affaires familiales, etc. Je dois vous dire que c'est pas ce qui m'a passionné au départ. Et donc, je suis un peu revenu, puis surtout, j'ai découvert d'autres métiers du droit que je n'imaginais pas. Lesquels ? Alors j'imaginais magistrat, mais je ne pensais pas que c'était aussi divers. Et puis les différents sortes d'ordre juridictionnel avec le droit administratif et le droit privé. Donc il y avait des magistrats administratifs, des magistrats de l'ordre judiciaire. J'ai découvert les mandataires judiciaires, j'ai découvert les huissiers, les notaires comme profession, et ça m'a un petit peu, je dirais, distrait de mon objectif original. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis après la fac. Et est-ce que cette découverte de tous ces métiers du droit, ça vous a détourné de la profession d'avocat et ça vous a orienté vers un autre métier du droit en particulier ? Vous en aviez un en tête ou même pas ? C'était juste mais en fait je peux faire plein d'autres choses avec mon diplôme de droit. Alors la première impression c'était celle-ci, effectivement, c'était de dire c'est génial, on fait du droit, on peut faire plein de choses. Puis en aimant un peu l'histoire, c'est vrai qu'on peut faire commissaire-priseur, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine émulation en disant je vais arriver sur le marché du travail, mais j'ai un panel de professions qui me tend les bras. Et puis après le DEA, moi je me suis dit que je voulais devenir, pas que je voulais devenir, je voulais faire du droit administratif. C'était ça. C'est vraiment faire du droit administratif. Donc assez naturellement, je me suis dit pourquoi ne pas devenir conseiller en tribunal administratif et cour administrative d'appel. Et j'ai commencé à passer quelques concours et puis j'ai rencontré un prof puisque parallèlement je me suis inscrit en thèse et un prof de droit de l'université de Tours qui m'a dit vous voulez faire du droit administratif, c'est très sympathique de faire une thèse, très bien, vous allez être chercheur, super, mais vous ce que vous voulez c'est mettre les mains dans le cambouis, donc restez plutôt soit magistrat administratif, pourquoi pas avocat, vous pouvez l'être. Et c'est revenu comme ça. Et je me suis dit, mais oui, tu peux tout à fait
faire du droit administratif en devenant avocat. Et j'ai passé l'examen, ça s'est passé comme ça. Et c'était quoi qu'est-ce qui a justifié cet amour pour le droit administratif? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette matière? Alors, il y a deux choses. Je crois qu'il y a deux choses. Un, c'est que ça touche à la chose publique au sens large. Et ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours plu parce qu'il y a aussi un aspect très politique. Alors, le droit est très politique par essence, mais je trouve beaucoup plus en matière administrative. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est la perception que j'ai. Et puis, ce qui m'a plu intellectuellement, c'est que le droit administratif est principalement jurisprudentiel. C'est-à-dire que vous avez des magistrats qui réfléchissent et qui, en fonction de certaines notions, vont arriver à en dégager d'autres règles de droit. J'avais l'impression à l'époque que ça évoluait sans cesse. C'est un certain bouillonnement intellectuel et c'est ce qui m'a plu. Vraiment. Alors que, voilà, d'autre côté, pour moi, le droit privé apparaissait, je dirais, peut-être beaucoup plus calme intellectuellement. Donc, voilà. Ok. Donc, et cette thèse, vous l'avez terminée d'ailleurs? Non, pas du tout. En fait, alors, j'ai commencé cette thèse parce que j'en avais envie. Elle m'intéressait, le sujet m'intéressait, c'était sur la régulation de l'énergie en Europe. C'était il y a plus de 20 ans. Donc voilà. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais assez disponible pour faire une thèse. Donc très sympathique, c'est-à-dire qu'on a du temps, on peut lire, etc. Mais il faut bien quand même se nourrir à côté. Il y a quand même des impératifs bassement matériels qu'il faut quand même pouvoir assumer. Et c'est vrai que je me suis mis j'ai trouvé des travails à côté et au bout d'un moment j'avais l'argent nécessaire pour faire des recherches mais j'avais plus le temps. Puis au fur et à mesure j'avais plus d'envie puis je me suis dit tu vas passer les examens ou les concours donc vas-y profites-en et à ce moment-là mais là de côté c'est pas très très grave. Okay. Voilà. Et donc vous passez l'examen d'entrée à l'école des avocats que vous avez. Alors, très tardivement. Très tardivement? Ouais, parce qu'entre le moment où j'ai quitté la fac, j'ai fait une thèse, je me suis mis à travailler. Alors au départ, j'avais trouvé un petit job alimentaire qui s'est retrouvé être au final beaucoup plus pérenne que ce que je pensais, mais c'est comme ça, c'est la vie. En fait, j'étais pion. Je suis resté pion une partie pendant mes études et donc j'ai continué après par la suite. Puis ça a changé de statut. Et puis j'ai fini par en fait exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation dans un lycée technique. Ok. Donc voilà, c'est vrai. Après, je me suis de nouveau remis au droit en faisant du conseil juridique, parce que voilà. Et puis très tardivement, parce que j'avais une trentaine d'années, j'ai passé l'examen que j'ai eu. Tout simplement, j'allais presque dire simplement, mais c'est vrai que j'ai eu une autre vie, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui, à mon avis, est assez intéressant intellectuellement et humainement. Ben oui, justement, j'allais vous demander si cette période où finalement il y a cette histoire de thèse, vous êtes pion, vous travaillez dans ce lycée, et puis ensuite vous parlez conseil juridique. À ce moment-là, comment vous voyez ça comme quelque chose d'alimentaire ou il y avait quelque chose de plus carpe diem quelle était un petit peu votre philosophie de vie, votre vision de ce début de vie professionnelle à cet âge, à ce moment-là de votre vie? Alors, c'était pas carpe diem parce que voilà, c'était purement alimentaire. J'avais quand même d'autres ambitions, mais financièrement, je ne pouvais pas assumer mes envies au départ. Je suis issu d'un milieu très populaire, donc c'est très compliqué. Ça a été très compliqué pour mes parents de m'aider. Ils sont arrêtés au certificat d'études, donc dès lors que je suis rentré à la fac, ça a été pour un autre monde. Ouais. Alors imaginez me retrouver à leur dire papa, maman, je veux devenir avocat. Bon, pour eux, ça leur paraissait quelque chose d'assez extraordinaire. Je crois que dans la famille, en plus, au sens large, je crois que je suis le premier à avoir fait des études supérieures et à avoir fait autant d'études supérieures. Donc, j'avais même pas d'exemple dans la famille pour me guider. Et voilà. Donc, ça a été vraiment quelque chose. J'ai fait avec les moyens du bord. Après, ça m'a pas déplu ce que j'ai fait. Et puis, je vais pas cracher dessus, je vais pas le renier. Mais non, c'était pas du tout carpe diem. Ça a été purement matériel. Purement matériel, oui. Et donc, typiquement, quand vous avez eu votre certificat d'entrée à à l'école des avocats, et j'imagine ensuite le CAPA, comme vous venez de le dire, vous venez d'un milieu populaire, vous êtes le premier à avoir fait des études supérieures dans votre famille et tout, ça a reflété je sais pas, ça a voulu dire quelque chose de particulier pour vous? Ah, très clairement.
Très très clairement, il y a une sorte d'idée de revanche sociale. D'ailleurs, je pense que inconsciemment, si moi j'ai eu envie de devenir avocat à l'âge de 11-12 ans, c'est que quelque part il y avait cette envie de dire je peux, j'ai les moyens intellectuels, c'est peut-être présomptueux de le dire, mais de devenir avocat. Et puis il y avait cette envie. Alors après, elle a changé cette envie-là. Effectivement, elle a évolué au cours du temps, mais je pense que l'idée a perduré, qu'elle est toujours restée là. Ouais. Donc, très clairement. Et votre famille, justement, quand vous êtes devenu avocat, je sais pas, ils vous en ont parlé. C'était quelque chose pour eux aussi? Il y a pour mes parents, je sais qu'ils étaient contents. Les parents sont très, très particuliers parce qu'ils montrent très rarement leurs sentiments. Il y a une vraie pudeur. Alors, il y a de la pudeur, puis je pense aussi une façon de faire qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je pense qu'il y a une vraie pudeur. Et je sais que mon père ne m'a jamais rien dit. Ma mère, si. Ma mère m'a dit qu'elle était fière de moi et qu'elle était très heureuse. Mais très clairement, ça les a tellement dépassés que j'imagine évidemment que c'est plus compliqué pour eux. Ça a été compliqué pour eux. Ça l'est peut-être moins maintenant, mais c'était autant pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement agréable. Je pense que ça l'a été pour mes parents, mais il y a eu quelque chose de saut dans l'inconnu pour eux, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, avec des valeurs, des codes qu'ils ne connaissent pas, que moi je connaissais un peu indirectement, puisque le fait d'avoir fait des études supérieures fait que vous rencontrez du monde, vous ouvrez aux autres, à différents mondes, à différentes cultures, ce que vous voulez, ce qui fait que ça vous aide aussi à avancer. Mes parents, ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il y a ça. Après, pour la petite anecdote, un peu rigolote, pour vous dire, c'est pas quelque chose, ce que je vous raconterai, ce n'est pas quelque chose que j'en veux pas à mes parents et principalement mon père, parce que c'est sur mon père, mais ça vous illustre bien l'état d'esprit. À l'époque, j'avais bac+5, j'étais un peu perdu, parce qu'on passe les examens, on réussit pas, il y a la thèse, etc. Puis on est jeune adulte, on a quand même envie de vivre sa vie, etc. Donc il y a un peu de vague à l'âme à un moment donné quand ça du mal à démarrer. Bon. Et je me souviens que mon père m'a dit, tu t'inquiètes pas. J'ai un de mes copains qui est garagiste, sa secrétaire part à la retraite. Avec les bagages que tu as, tu pourras faire secrétariat dans le garage de mon pote. Ce qui est amusant, vous voyez. Alors effectivement, moi je l'avais pas super bien pris à l'époque. Mais avec le recul, c'était sa manière de dire, on est là, on peut t'aider avec les moyens qu'on a. Tout simplement. Ouais. Mais ça, quand vous avez la tête dans le guidon, quand vous avez envie de certaines choses, vous aspirez à certaines choses, vous ne comprenez pas. Mais voilà, c'est pour vous dire, il faisait avec les moyens du bord. Effectivement, moi je suis fils d'ouvrier. Voilà, les gens qui m'ont côtoyé sont soit fils d'ouvrier ou éventuellement fils d'employé, mais il n'y a pas de, j'ai pas été entouré de personnes de catégorie socio-professionnelle supérieure comme à laquelle j'appartiens maintenant, par exemple. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui rigole. Ouais, bah c'est touchant comme anecdote parce qu'effectivement, il y a toute sa manière de dire, comme vous dites, on est aussi là comme on peut et puis on a confiance dans le fait que avec ton bagage, tu devrais trouver un travail, par exemple celui-ci. Enfin, c'est vrai que c'est très touchant. Et justement, comme vous dites, vous venez d'un milieu modeste avec assez peu enfin pas du tout le réseau du milieu auquel que vous aspiriez pénétrer. Comment vous avez fait pour tout ce qui était un peu stage, enfin parce que au moins quand on arrive à l'école des avocats, il faut faire des stages. Ou vous, c'était peut-être l'époque où c'était un stage de 2-3 ans? Non, moi j'étais avec le PPI et tout ça. Comment j'ai fait? En fait, j'ai une copine de l'époque qui était ma meilleure amie, qui était avocate déjà elle, qui venait du même milieu que moi, mais qui était avocate. Donc qui m'a dit, quand j'ai commencé à bosser, passer l'examen, qui m'a dit, ne t'inquiète pas, si tu as besoin, je t'orienterai. Et je te dirai, il n'y a pas de souci. Et puis elle m'a dit, voilà, tu peux, dans mon petit tribunal d'instance de province, il n'y a pas de souci, ils prennent des stagiaires là, ça sera pas rémunéré, ça sera 2 mois, mais voilà. Donc ça a commencé comme ça quand j'ai fait une demande de stage PPI pour les tribunaux d'instance. J'ai été pris parce qu'il n'y avait quasiment pas de candidats et puis comme c'était une juridiction entre guillemets de proximité qu'elle était connue, bon voilà, on avait été connu, c'était assez simple de rentrer. De la même manière, j'ai eu un stage chez un notaire, mais par l'intermédiaire du cabinet que j'allais intégrer plus tard. Ça, je le savais pas encore, mais voilà, qui m'a dit, il n'y a pas de problème, on travaille avec un notaire si tu veux. Hop, voilà, bon, voilà. Et puis, le dernier stage que j'ai dû faire, c'était, alors j'ai fait le culot pour celui-là,
c'était auprès de l'UDAF, parce que ça m'intéressait de savoir comment ça fonctionnait pour les tutelles, etc. Parce que mon idée de PPI, en fait, c'était de viser au plus large, pour être très honnête. Et voilà, et puis j'y suis allé au culot, j'ai fait une lettre de motivation que j'ai déposée, on m'a appelé, il n'y a pas de souci si vous prenez un stagiaire, même pas rémunéré, je m'en fiche. Je veux un stage, CV, j'en ai besoin. On m'a dit, il n'y a pas de problème, on a besoin d'un conseiller juridique avec plein de guillemets, parce que voilà. Et puis, j'ai fait 2 mois là-bas, et voilà. Okay. Ça a été vraiment à la fois des rencontres, et puis un peu de culot. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Je crois que quand on nous parle de réseautage, très clairement, il faut réseauter. Moi, je déteste ça, mais il faut réseauter. Si vous ne réseautez pas, vous n'avez pas de contact, vous n'évoluez pas professionnellement. Je déteste faire ça. Ça, c'est un truc qui m'horripile à un point. Je suis un peu vieille école. Moi, je suis plus pour le bouche à oreille et puis la recommandation pour faire à confrère, compétences, ce que vous voulez, plutôt que le simple réseautage. Mais force est de constater que ça marche très, très bien. Mais est-ce que finalement, le fait de faire ça avec des confrères qu'on aime bien, tout ça, c'est pas une manière de transformer l'exercice pénible en exercice agréable? Ah, totalement. C'est un vrai dérivatif et ça marche bien. Mais peut-être moins bien que le pur réseautage. Ça, j'ai pu le voir notamment dans le cadre de mon premier cabinet, où mon premier patron était vraiment extrêmement impliqué dans la vie associative au sens très large. Lions Club, etc., etc. Donc autant vous dire qu'en termes de clientèle, c'était assez simple. C'est-à-dire que moi, je fais le cabinet, on était un tout petit cabinet. Mais on avait une très très grosse activité puisqu'on était l'avocat de 4 ou 5 agences immobilières, ce qui nous amenait à aller gérer du contentieux immobilier sur la moitié de la France. Quand même. Donc pour un petit cabinet de province, c'était quand même pas mal. Oui. Donc justement, ce cabinet, ce premier cabinet, donc vous sortez de l'école des avocats avec ces stages, comme vous dites, où vous avez visé un peu large et puis de culot en audace, vous avez réussi à accumuler tous les stages obligatoires qu'il fallait avoir pour pouvoir valider votre formation. Et à ce moment-là, donc c'est lors de la première collaboration. Comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez trouvé cette collaboration? Quelle a été l'origine de cette rencontre? Est-ce que vous étiez encore publiciste à ce moment-là? Voilà, toutes ces questions qui se mélangent un petit peu. Alors, j'avais une formation de publiciste, donc je faisais toujours du droit public. Il s'avère que par le biais justement des stages, j'ai pu m'ouvrir à d'autres matières, notamment quand j'étais chez le notaire pour voir comment fonctionnait comment ça marche, toutes ces successions, ce genre de choses, etc. Ce que je n'avais jamais fait à la fac. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur une remise de bijoux de fiançailles ou pas? Alors non, pas du tout, hélas. Non, mais c'est vrai c'est un des gros problèmes, pour faire une petite digression, c'est un des gros problèmes de la fac, c'est qu'on nous enseigne plein de choses, et en vérité, dans le monde du travail, c'est souvent le détail qui va être important. Le reste, je n'ai jamais travaillé sur des remises de bijoux de fiançailles, jamais. Pourtant, j'avais fait, pendant mes premières années, on dira tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de JAF, je n'ai jamais vu ça. De la prestation compensatoire, j'en ai fait. De la contribution en charge de ménage, j'en ai fait. La pension, ce que vous voulez. Voilà, pas de souci. Divorce, ok. Mais alors ça, jamais. Alors ça existe effectivement, mais je pense que ça doit être réservé à d'autres réseaux. Ouais, voilà. Si on vous offre des petits bijoux à gâtage, je suis pas convaincu que vous ayez envie de les récupérer après. Par contre, si c'est le diadème de mamie ou de l'arrière-grand-mère, peut-être qu'effectivement. Donc c'est un des gros problèmes de la fac. Donc moi, j'étais toujours publiciste, mais je m'étais ouvert à d'autres matières. Donc j'ai pu faire un peu de droit privé. Comment j'ai trouvé ce cabinet? Là encore, c'est mon ami qui m'a dit, écoute, si tu veux, comme tu as un stage à faire qui est obligatoire en cabinet, on peut te prendre. On va te prendre, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. Voilà. Et je fais mon stage. Puis à la fin du stage, qui se passe plutôt pas mal d'ailleurs, et à la fin du stage, l'avocat qui était mon tuteur me dit, si tu veux, on peut prolonger. On parle pas de collaboration, mais parce qu'à l'époque, ça coïncidait pas tout à fait avec la fin de l'école. On avait encore, voilà. Donc il me dit, à ce moment-là, on fait 6 mois de plus. Donc j'ai fait 1 an de stage en fait. Et puis au bout d'1 an, quand j'ai eu le CAPA, il m'a dit, est-ce que tu veux rester avec nous? Puis il y a une pièce qui t'attend, ton bureau qui est là-haut, il n'y a pas de problème. Et ça a démarré comme ça. Et pendant cette année de stage, vous travailliez en parallèle justement encore un job alimentaire, parce que les stages justement ne payant pas beaucoup. Ouais.
Oui, oui. Vous cumuliez les Je deux. travaillais encore. J'étais maître d'internat. Donc, je rentrais en fait, entre guillemets, chez mes parents. J'habitais pas chez mes parents. Je rentrais chez mes parents à l'époque parce que le boulot que j'avais alimentaire était dans la ville de mes parents. Après, moi, j'habitais à 140 km sinon. Voilà, je me débrouillais comme ça, je jonglais. Puis, je faisais, en fait, j'exerçais au tout départ à Dreux, une barreau de Chartres. Stage, mais après exercice. Mes parents étaient à Blois et l'école était à Poitiers. Voilà, donc ça a été j'ai eu un an où vous avez beaucoup pris la voiture. Voilà, la voiture et puis le TGV. Ouais. Ça a été que ça. Effectivement, je viens de Poitiers, j'ai donné un cours à l'école des avocats de Poitiers et je pense que c'est une culture hyper différente de celle de l'école des avocats de Paris, quoi, parce que quand on discute avec tous ces étudiants, qu'on leur demande où est-ce qu'ils font leur stage, ils sont un petit peu partout en fait dans l'Ouest et ils viennent et ensuite ils se font des semaines de colloques dans Poitiers la semaine où ils ont cours et puis le reste du temps c'est intéressant, c'est vraiment un autre exercice. Et donc finalement ce stage a fini par se transformer en collaboration. Et oui, c'était donc un cabinet généraliste avec pas mal de droits d'immobilier. Ouais, c'était un cabinet totalement généraliste. Pourquoi ? Parce que barreau de Chartres, petit barreau de province, à l'époque 140 avocats, la moitié faisait du conseil, le reste faisait du judiciaire. Donc on était obligé de toute façon de pratiquer un éventail de contentieux assez large. Ouais. Ce qui fait que moi, pour vous donner une idée, j'ai fait pas mal de JAF au départ. Donc, on a fait le JAF, le petit pénal, tout ce contentieux contractuel civil, le contentieux de droit de la consommation, contentieux prud'homal, contentieux commercial, parce qu'on avait aussi des clients qui étaient les sociétés, et puis tout le contentieux immobilier, puisqu'on avait des clients, je vous l'ai dit, qui étaient agences immobilières. Donc ça, effectivement, même si c'est des petites agences locales, quand vous en avez une dizaine, vous vous retrouvez à aller faire des expertises dans toute l'île de France, du côté de Versailles, du côté de Rouen. Voilà quoi. Vous avez un large spectre, et j'ai fait vraiment de tout. Parce que justement, pour pouvoir satisfaire la clientèle, l'idée du cabinet généraliste, c'est de pouvoir dire je suis capable, vous venez me voir le matin parce que vous avez un problème avec votre permis de conduire, vous en retirez des points, je suis capable de faire le recours. L'après-midi, vous venez me voir parce que vous êtes employeur, il y a une difficulté avec votre salarié, il faut qu'on envisage une éventuelle mise à pied, une sanction disciplinaire ou un licenciement, je suis là. Le surlendemain, c'est un problème avec madame, vous pensez que vous allez divorcer, etc., etc. C'est un peu caricatural, mais pas tant que ça. Quand on a un fonds de roulement de bosse, c'est assez important. Vous aviez vraiment l'impression d'être l'avocat médecin de famille, quoi. L'avocat. Alors, c'est exactement ça. Alors, pour le coup, c'est exactement ça. C'est une belle image parce que c'est exactement ça. Vous êtes des fois même le confident. La personne vient vous voir le lundi, 15 jours plus tard, elle revient, vous pose plein de questions. On a vraiment cette idée-là. Puis vous êtes après, vous êtes l'avocat des parents, puis vous venez l'avocat des enfants quand ils grandissent un peu. Quand ils vont faire leur premier achat, c'est bien d'avoir un avocat qui va lire les documents, etc., etc. Non, c'est vraiment ça, c'est ça. C'est vraiment l'avocat médecin de famille. C'est une belle image. Et ça correspondait à ce que vous projetiez de la profession d'avocat quand justement à 11-12 ans, vous avez commencé à vous dire ah mais tiens, je serai avocat quand je serai plus grand. Ça correspondait à ça, à cette vie-là ? Pas du tout, parce que je pense qu'à l'époque, j'avais quand on a 11-12 ans, on a forcément une vision enfantine, mais je pense que j'avais une vision très biaisée, puisqu'à l'époque, passait à la télé, l'espèce de série sur les divorces, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus comment ça s'appelle. Alors je sais plus, je retrouverai le nom. Une série sur les divorces, en fait, ok. Ouais, c'était une série sur le fonctionnement de la justice où vous aviez un magistrat qui était en robe, un peu à l'américaine, qui tapait, etc. Et vous aviez madame qui disait oui, mais on a acheté le canapé 200 francs à l'époque, et monsieur qui disait oui, mais moi j'ai acheté la voiture. C'était très, très... Je pense que j'avais surtout cette vision-là de défendre des gens, mais dans des contentieux. J'avais aucune idée, par exemple, du rôle de l'avocat pénal. C'est un truc absolument pas. Je l'avais peut-être pour tout ce qui est contentieux du quotidien. C'est intéressant parce que d'habitude, l'imaginaire, il est plus vers l'avocat pénaliste, la veuve et l'orphelin que vers le justiciable lambda dans ses problèmes civils du quotidien. Et en fait, vous, c'est l'inverse. Donc, c'est intéressant, c'est inhabituel que vous soyez projeté là-dedans. Alors, c'est peut-être aussi générationnel.
Parce que moi, j'ai plus de 40 ans, j'ai 44 ans. Donc, on était dans les années 80 quand j'étais collégien. Je suis pas sûr que dans les années 80, on avait Vergès, quelques grands avocats, Leclerc, Badinter, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait ce culte de l'avocat pénaliste. Je pense que c'est venu justement après avec tout Vergès, etc. Pour ne parler que de lui. Je pense que c'est venu après. J'ai vraiment le sentiment, enfin en tout cas moi, comme ça je le perçois, c'est peut-être Non, mais une c'est erreur de ma intéressant. part. Ouais. Je pense que c'est plus tard. Maintenant, effectivement, quand vous avez soit des jeunes collaborateurs ou des étudiants qui pratiquent le droit et qui se dessinent la profession d'avocat, il y a toujours ces deux grandes tendances. Je vais caricaturer à l'extrême, mais Allez-y. entre l'avocat pénaliste et l'avocat des affaires. Globalement, quand vous êtes dans une promotion, vous discutez, c'est toujours ça. C'est oui, mais tu comprends. Non. On n'a pas ce côté en tout cas, je retrouve pas de personne qui va dire, tiens, je vais aider la personne pour le justiciable, par exemple, qui a un problème de contrat de prêt. Le droit de la conso, c'est pas le truc qui fait vraiment rêver, alors que c'est fondamental. Parce que c'est là où vous pouvez avoir une vraie clientèle, justement, à aider, et vous avez une vraie plus-value là-dessus. Donc je pense que c'est générationnel. C'est pour ça que, oui, moi, j'avais pas du tout ce truc-là de penser au pénal. J'y ai pensé bien après. Je réfléchis, mais je me demande si, par exemple, le droit de la famille, je me demande si c'est pas plus valorisé d'un point de vue pop culture, d'un point de vue cinéma, etc., aux États-Unis, où on peut voir ces avocats en droit de la famille richissimes, avec. J'ai l'impression qu'il y a plus d'équivalents de Suits en droit de la famille aux États-Unis qu'en France, où finalement, assez vite, les affaires familiales, on va tomber sur du civil, entre guillemets, aux petits enjeux, si on prend que les enjeux financiers en compte et pas humains, et que tout de suite, il y a un côté moins impressionnant, moins glam. Les Américains ont plus réussi à starifier aussi cette partie-là de l'exercice de la profession. J'ai presque envie de dire qu'on en parle plus autour d'affaires de la succession de Johnny, ou qui est liée aux États-Unis et tout, qu'avec des trucs plus internes, quoi, enfin locaux, nationaux. Oui, il y a l'image, et je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, je pense que il y a aussi le droit lui-même, qui fait que peut-être à tort, mais j'ai le sentiment que le droit américain est quand même beaucoup plus offensif que le droit français. Quand on voit par exemple dans les séries américaines, l'avocat dit vous inquiétez pas, il va y avoir une ordonnance de protection, on a quelque chose d'assez violent, on sent la force vraiment. Quand en droit français, on vous dit, vous inquiétez pas, on va faire une requête, on va voir le juge, on va l'empêcher de vous voir, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là-dessus. Et puis, donc voilà, il y a ça. Et puis, je pense aussi, il y a sans doute une grosse méconnaissance, justement, quand vous parliez de pop culture, parce que je pense que le droit français a totalement, alors pour le coup, le fonctionnement plutôt des juridictions françaises est totalement méconnu. Et je m'en suis aperçu au fur et à mesure. Souvent, je regarde des films français, je suis comme tout le monde, mais je ne regarde pas en tant qu'avocat. C'est-à-dire que je regarde, je suis un téléspectateur lambda, et quand je mets la robe et que je regarde, je me dis, oh mon Dieu, j'ai un souvenir d'un film français il y a moins d'une dizaine d'années, à propos d'un divorce. Les deux protagonistes, hommes et femmes, se disputent et se retrouvent devant le juge pour divorcer. Déjà, il n'y a pas d'avocat. C'est un truc extraordinaire, ils se retrouvent tous les deux devant le juge, il n'y a pas d'avocat. Bon, d'accord. Je me suis rappelé qu'à la course en temps mutuel, il y avait forcément l'avocat obligatoire. Bon, c'est pas grave. C'est une formule. Et puis surtout, ce qui m'a étonné, alors c'est aussi un ressort comique du film, mais juridiquement c'est faux. Je suis un des deux qui veut plus divorcer, ou les deux veulent plus divorcer. Et le magistrat leur dit, vous m'avez fait perdre tellement de temps, je vous divorce. Bon, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc si les deux veulent plus divorcer, ils divorcent pas. C'est aussi simple que ça. Et il y a cette méconnaissance. Et quand vous parliez de pop culture, je pense que justement, les réalisateurs français n'abordent jamais le droit français tel qu'il est, mais tel qu'ils aimeraient qu'il soit. Sauf que c'est pas la réalité. Ouais, il manque un petit fact-checking du juridique derrière certains scripts et certains scénarios. Et la plupart des confrères qui regardent notamment les séries Engrenage, tout ça, etc., ce genre de trucs, ils sautent sur place. Pourtant, ils ont des conseillers. Il y a des conseillers techniques, etc. Et effectivement, on sent qu'il y a un effort de recentrage. Mais
Le problème, c'est que le droit français, il n'est pas propre, comment je pourrais dire, il n'est pas adapté à une certaine sensibilité cinématographique. Vous voulez quelque chose avec des rebondissements, etc. Vous n'en avez pas en droit français. On a le Alors principe du d'abord, il va contradictoire. falloir... Oui, voilà. L'argument au bout de 10 ans d'instruction, vous ne le sortez pas à la barre de votre chapeau, on n'a pas regardé telle page du contrat. Non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Voilà. Donc effectivement, c'est pas funky, quoi. C'est pas funky. Hélas. Et cette collaboration, elle dure combien de temps ? La première collaboration, elle a duré, si je dis pas de bêtises, que je réfléchisse, 5 ans de collaboration. Et donc là, c'est à Blois ? Non, c'était à Dreux. Ah, donc j'hésitais, j'étais perdue entre Dreux et Blois. Blois, c'est mes parents qui habitent à Blois. D'accord. Donc non, 5 ans à Dreux, voilà, 5 ans, plutôt sympa d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi ça s'est terminé ? Parce qu'en fait, j'ai Jean-Yves Moyard que je connaissais qui m'a demandé de venir travailler avec lui. Et donc je me suis retrouvé en fait, il m'a dit allez viens avec moi, on va bien rigoler, on est à Lille. J'ai dit écoute moi ça m'embête un peu, c'est sympathique, on s'apprécie, on est amis, c'est bien, mais moi le pénal j'ai pas pratiqué comme toi t'as pratiqué, donc on a quand même, moi j'ai fait du petit pénal, j'ai fait de la comparution pénale, j'ai fait des gardes à vue effectivement, mais j'ai pas eu pléthore de dossiers à l'instruction, j'avais pas payé dans un cours d'assises, ce genre de choses, etc., etc. Donc il y a quand même un autre niveau d'exigence que je n'ai pas, et de pratique que je n'ai pas. Il m'a dit c'est pas grave, de toute façon moi j'ai une partie de mon contentieux c'est du civil, tu feras le civil et puis quand tu auras du temps tu feras du pénal. Et je t'expliquerai, je te montrerai. Comment est-ce que vous l'aviez rencontré ? Donc Jean-Yves Moyard, c'est feu maître mot que moi j'ai pas connu mais qui manifestement était très aimé des membres de ses pairs et de ses confrères et consoeurs. Comment est-ce que vous l'aviez connu, Jean-Yves Moyard, alors que vous étiez donc en exercice à Dreux et que lui exerçait à Lille ? Via Twitter. Via Twitter. Via Twitter, rencontre des bêtises, pour être honnête. Puis on s'est rapproché, lui, puis d'autres confrères. Donc d'humour semblable en humour semblable, vous vous êtes rapprochés, c'est ça ? C'est ça. Et puis on a fini par se rencontrer, passer une soirée ensemble à Paris avec plusieurs confrères. Puis j'allais presque dire après on s'est plus quitté. Voilà. Ça a été comme ça. Donc tout simplement. Donc vous décidez comme ça de quitter Dreux pour aller à Lille. Vous avez dit que vous avez intégré la profession d'avocat assez tard, vers 30 ans, c'est ça ? Et oui. Donc et que cette première collaboration en a duré 5, donc à ce moment-là vous avez 35 ans ou autour de 35 ans si mes souvenirs sont corrects. À 35 ans on a potentiellement déjà une vie personnelle un petit peu établie, peut-être des racines qui commencent à s'implanter. Vous 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 êtes questionné sur le fait de déménager à Lille, ne serait-ce que pour des raisons personnelles ? Oui, au départ je me suis posé la question, alors pour des raisons personnelles et professionnelles évidemment. Je me suis posé la question parce que j'avais quand même mon cercle d'amis. J'étais célibataire, donc c'était assez simple de partir, évidemment. Beaucoup plus simple, mais pas si simple que ça. On a quand même... Quand vous passez 5-6 ans au même endroit, vous avez vos habitudes. Et la force de l'habitude fait que, voilà, c'est un peu compliqué de quitter tout ça. De me dire je me retrouve à Lille, je connais personne à part Jean-Yves, mais je connais personne, donc comment ça va se passer? Puis il y a tout l'aspect pratique à gérer, pratique personnelle, faut déménager, on trouve un appartement, voilà, et puis le professionnel, c'est se dire j'ai une partie de ma clientèle que je vais pas embarquer avec moi, puisque c'est de la clientèle attachée localement et qui vont pas faire 350 km pour venir voir le Ludovic Leroy, quoi. Oui. Sauf exception, parce qu'il y a effectivement des clients que j'ai continué à suivre. Mais donc tout ça, ça fait que ça pèse quand même un peu dans la balance. Disons, est-ce que je fais pas une bêtise, puisque je commençais un peu à être installé, qu'éventuellement je pouvais envisager une association, parce qu'on m'avait déjà proposé l'association. Alors, j'ai dû envisager parce que je l'avais refusé pour des raisons qui étaient personnelles, mais je voulais pas m'associer. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Je voulais pas. Oui. Vous vouliez pas parce que vous vous projetiez pas associé avec ces personnes. C'était une histoire de projet de cabinet. C'était plus des raisons financières. Qu'est-ce qui fait qu'on peut refuser une association dans un cabinet finalement ? C'était assez simple. En vérité, c'était vraiment très simple. Il y a deux arguments pour moi. Un, je voulais pas avoir de filet à la patte.
et que vous êtes collaborateur, vous pouvez partir. Oui. Voilà. Et puis deux, alors que quand on est associé, évidemment, vous pouvez beaucoup moins partir. Et puis, c'est plus compliqué après administrativement sur le plan professionnel de se départir. Voilà. Et puis, deuxième argument était un argument qui était un peu financier, dans le sens où c'est un cabinet qui fonctionnait très bien. Donc ça, j'avais pas de difficulté là-dessus. Mais le revers de la médaille, c'était un cabinet dont la clientèle était extrêmement marquée par l'intitut personnel avec mon patron de l'époque. Donc le fameux qui savait très bien réseauter. C'est ça. Et je me suis dit, si le jour où il part, moi, je pense qu'une partie de la clientèle ne va pas rester avec moi. Malgré mes grandes qualités professionnelles, clairement, c'était évident ça allait pas rester. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente ma chance en me disant, dans 4-5 ans, il part, ou dans 15 ans, il part à la retraite, ou 20 ans, j'en sais rien. Est-ce que je tente ma chance ou pas? Et puis, au final, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de m'associer. Je pense que l'appel de la liberté était vraiment plus fort là-dessus. Et puis, pour tout vous dire, c'était pas ma conception du travail. Voilà. Oui. Donc, et ça l'est encore moins en vieillissant, parce que vous l'avez dit, maintenant, moi, j'ai une vie de famille, et que la famille va passer nécessairement avant le travail. Parce que j'ai déjà eu des exemples, j'ai maintenant pour avoir des exemples de personnes qui m'ont précédé, qui ont fait le chemin inverse, et que voilà, le choix inverse, pardon, de peut-être privilégier le travail à la famille, puis au final, ils s'en sont mordus les doigts. Donc, voilà. Et donc vous, c'était quelque chose qui était déjà assez présent, enfin, c'est-à-dire quand bien même vous étiez célibataire, dans cette réflexion autour d'une potentielle association, vous avez eu une réflexion avec une vision à assez long terme, c'est-à-dire si je m'associe, c'est quand même un engagement envers le cabinet, mais quid de la clientèle? Est-ce qu'il y a vraiment une probabilité qu'il y ait une transmission, qu'il y ait un institut personnel qui se crée? Et puis la vision du métier, et puis comment je projette mon exercice et par rapport à ma vie privée et tout. Et donc à ce moment-là, vous étiez célibataire, mais ça vous empêchait pas de vous dire, dans cette projection à long terme, je veux quand même rester assez libre et potentiellement que ma vie professionnelle serve ma vie personnelle et pas l'inverse? Ah oui, totalement. C'était quelque chose de clair pour vous? Totalement. Mais je pense que c'est parce que je suis arrivé tardivement dans la profession. Je pense que si on arrive beaucoup plus tôt, on a probablement l'envie qui va avec la jeunesse de tout dévorer, et de faire feu de tout bois, que ce soit à la fois professionnellement et familialement. Et je pense qu'on se pose peut-être pas autant de questions. On profite du moment, on y va, on prend ce qu'on a à prendre. En vieillissant, on voit vite qu'on doit faire des choix. On perd un peu, alors ça c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on perd une certaine candeur, qui est à mon avis nécessaire pour bien démarrer une activité. Faut être un peu candide, puis faut être un peu inconscient. Parce que la profession libérale en France, si vous n'êtes pas un peu candide et un peu inconscient au départ, vous vous lancez pas. Si vous faites des calculs sur le long terme, si vous commencez à réfléchir, vous allez trop réfléchir et vous n'allez pas agir. Ça, très clairement, en tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. Donc moi j'ai perdu ça, et donc effectivement j'étais beaucoup plus prudent. Voilà, tout simplement. Et oui, le choix n'a pas été simple, je l'ai dit. Parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi. Non, mais ça s'entend que vous avez. Je trouve que ça s'entend que vous avez réfléchi. Ça s'entend ne serait-ce que parce que je comprends que vous avez quand même pesé les choses par rapport aussi au long terme et pas que à l'immédiat, etc. Donc qu'il y avait une vraie question de potentiel choix de vie derrière, quoi. Et donc vous partez à Lille? Oui, je pars à Lille. Alors je découvre Lille que je ne connais pas. Je ne connais pas le Nord, donc je découvre avec vraiment de belles surprises, puisque c'est une région qui est vraiment très agréable à vivre. J'ai passé 2 ans et demi là-bas. Ça a été vraiment 2 ans et demi de plaisir. Vraiment, vraiment. Les gens sont sympas. Les gens sont vraiment sympas. Les confrères étaient sympas. Les magistrats étaient sympas. Mais dis donc, ça fait beaucoup de sympa. Non, mais c'est vrai. Parce que on nous vend quand même le Nord comme étant des gens très accueillants, etc., etc. Et moi, je pensais vraiment à l'image d'Épinal. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, on me dit ils sont sympas, mais en fait, moi, j'habite en province, donc si on a une vision parisiano-centrée de ce qu'est le Nord, si les gens disent bonjour quand on rentre dans la boutique, c'est le summum. Mais oui, c'est normal. Ouais, c'est bon. Mais en fait, pas du tout. Les gens sont vraiment sympas. Et j'étais très étonné de voir des gens
Vraiment très sympa. Alors après, je parle de vision parisiano-centrée. Moi, j'exerçais à Dreux, j'allais beaucoup à Versailles. On est déjà dans la grande couronne parisienne, faut être lucide. On est quand même, c'est autre chose. Mais vous voyez, j'étais les premiers jours que j'ai passé à Lille, j'étais agréablement surpris, vraiment. Et quand je suis allée à Lille au début de l'année, j'en ai profité pour demander des recommandations pour interviewer un avocat ou une avocate sur place via Instagram et j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai reçu beaucoup de messages aussi de ah non mais à Lille les confrères sont trop sympas, comment n'en choisir qu'un, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce côté, enfin, j'ai senti dans ces réponses sur Instagram je sais pas, toute une rondeur et une bonhomie des confrères les uns avec les autres et un côté très accueillant. Enfin, ça s'est vraiment ressenti et je me suis dit, bah, dis donc, ils défendent bien leur marque à Lille d'être des gens sympas et accueillants. Et vous dites que vous y êtes resté donc 2 ans et demi, donc vous exerciez avec Jean-Yves Moyard? Ouais, tout à fait, pendant 2 ans et demi. Donc ça a été un voyage vraiment intéressant. Ça a été un peu un émerveillement tous les jours. Déjà parce que Jean-Yves avait avec une personnalité particulière qui fait qu'on ne s'ennuyait jamais. C'était quoi Et cette que personnalité particulière qui fait qu'on s'ennuyait jamais? c'est quelqu'un qui pratiquait l'humour tout le temps, mais vraiment tout le temps. Donc on savait, bah, il y a des moments je savais pas où j'allais, voilà, pour être honnête. Et lui savait très bien où il allait, mais il prenait toujours le temps de faire une blague, ce genre de choses. À côté de ça, c'était un très gros bosseur, quelqu'un d'extrêmement compétent, qui a pu attirer pas mal de dossiers intéressants. Ce qui fait qu'on avait à la fois quelque chose qui était de l'ordre de, on rigolait tous les jours, et on travaillait bien tous les jours dans des dossiers intéressants. Voilà, donc ça a été vraiment pour moi un voyage de 2 ans et demi qui s'est pas arrêté. J'ai pas touché terre. Et avant de partir, et puis j'ai énormément appris, mais vraiment énormément appris sur moi, parce que le rythme de travail fait qu'on en apprend plus sur nous-mêmes. Et j'ai pris une leçon de vie aussi aux côtés de Jean-Yves, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et qui faisait beaucoup partager ses expériences de vie avec ses collaborateurs ou avec d'autres avocats. Donc ça aide aussi beaucoup. Et puis quand vous travaillez dans des domaines que vous maîtrisez pas initialement, ça vous force à vous retrousser les manches, puis aller chercher d'autres choses au fond de vous que des fois vous ne pensez pas, dont vous ne pensez pas disposer. Par exemple, je me suis retrouvé à faire des choses, à pratiquer des contentieux, que je n'aurais jamais espéré pratiquer, pour être très honnête. Et puis Vous pensez à quel type de contentieux? Tout ce qui est contentieux pénal au sens large. Voilà, par exemple, je pensais pas quand je travaillais avec Jean-Yves, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller faire des gardes à vue dans les locaux de l'antiterrorisme à Levallois-Perret, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais espéré faire. Je dirais même que ça pouvait exister, pour être honnête. Et puis, on s'est retrouvé à travers différents dossiers à aller assurer des gardes à vue là-bas. Et j'y suis allé. Ce qui a été une expérience assez dure. J'ai aussi GTP dans le cours d'assises, ce genre de choses. Pareil, un exercice que je ne maîtrisais pas, à la fois en prévenu, à la fois en partie civile, que je n'avais jamais fait. Donc là encore, ça a été des découvertes, mais des découvertes riches, y compris émotionnellement. Vous voyez, donc tout ça a fait que voilà, ça a été pour moi ça a été une autre facette de la profession. Vraiment. Vous aviez l'impression de travailler plus qu'à Dreux? Différemment, parce que quand vous travaillez avec un avocat pénaliste, la notion de temps, elle est toute relative. Vraiment. Quand vous êtes dans un cabinet généraliste qui pratique massivement le droit civil ou le droit administratif, il y a une sorte de temps. Vous avez le temps, vous avez des mises en état, donc vous avez le temps de réfléchir. Il y a quelques urgences à traiter, mais on s'en sort. Le droit pénal, j'ai eu l'impression que c'était que l'on ne faisait que de courir. Pour être honnête, vous commencez votre matinée, vous arrivez à 8h du mat ou à 7h du matin, vous savez que vous allez avoir une garde à vue parce qu'on vous dit, hop, client qui vous appelle ou de la famille qui vous appelle, vous y allez. Vous passez une partie de votre journée.
Vous rentrez le soir, vous gérez ce que vous avez à gérer, poum, haute garde à vue pour un autre client, vous savez que ça va être un déferment le lendemain, vous allez être en comparution immédiate, etc., etc. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, il y a quelque chose qui arrive, ou le client qui vient vous voir, qui est un client habituel du cabinet, qui est pas venu vous voir pour telle ou telle affaire, qui va vous voir en fin de délai, il faut courir à droite à gauche pour aller faire appel, puis qui vous dit, il y a mon petit frère qui est en détention, il va passer demain en commission de discipline, donc voilà, etc., etc. Moi, j'avais l'impression de courir tout le temps. Donc, on a vraiment, je vous le dis, la notion du temps, elle est toute relative en matière pénale. Ça, c'était mon expérience. Peut-être qu'elle était mauvaise, hein, peut-être que je savais pas faire. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. On a une fausse impression de temps où on se dit on va pouvoir faire plein de choses. En fait, on fait rien. On n'a pas le temps. Vraiment. Ça a été quelque chose pour moi ça a été la gestion au jour le jour de l'urgence, de l'imprévu, et d'une certaine violence, il faut le dire, parce que vous êtes capable de faire des fois des grands écarts. C'est-à-dire que vous recevez le matin une victime de viol qui vient vous expliquer comment ça s'est passé dans votre bureau, parce qu'il y a un dépôt de plainte et que elle va être interrogée par un juge d'instruction dans quelques jours et qu'il faut la préparer. Donc voilà, bon. Et puis l'après-midi, vous retrouvez à les défendre. Des fois, ça arrivait, quelqu'un qui était convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agression sexuelle ou ce genre de choses. Donc vous faites le vraiment grand écart. Donc c'est assez violent à gérer ça. Et puis aussi, c'est aussi assez violent dans la gestion que vous pouvez avoir avec des fois les interlocuteurs, que ce soit le prévenu, que ce soit les parties civiles ou que ce soit les magistrats. Des fois, c'est très compliqué de gérer. Donc ça a été vraiment quelque chose. Voilà, c'était pour moi une autre facette du métier d'avocat que je ne connaissais pas. Et pourquoi est-ce que ça n'a duré que 2 ans et demi ? Eh bien parce qu'en fait, après, j'ai rencontré quelqu'un, ma compagne, tout simplement, qui était de la région du Nord, mais qui habitait à Lyon. Et donc, voilà, quand ça devenait plus sérieux, il a fallu faire un choix. Et comme je vous ai dit, moi, mon choix, c'est d'abord la famille. La vie de famille. Donc, voilà, on avait parlé avec Jean-Yves, il m'a dit, part. Et puis, je suis parti, tout simplement. Ouais, je suis parti. Et après, il a fallu retrouver un cabinet. Parce qu'évidemment. Ouais, là, vous avez presque 40 ans. Une partie de ouais, c'est ça. Du coup, je vais repartir sur de nouvelles bases, nouveau challenge, retrouver un cabinet, ça veut dire retrouver un fonctionnement, etc., refaire une clientèle. Voilà, donc ça a été une autre étape de ma vie, un autre pari, quelque part, et que je regrette pas. Et voilà. Je suis très heureux actuellement. Je suis très heureux actuellement. C'est vraiment rétrospectivement, c'est voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, la liberté pour moi c'était le maître mot. Je regrette pas. Ça n'a pas été simple, faut être clair. Comment ça s'est passé justement ce départ à Lyon, presque 40 ans pour l'amour dans une région qui n'est pas la vôtre? Comment vous vous êtes installé à ce moment-là? Vous avez cherché une collaboration? Comment vous vous y êtes pris? Chercher une collaboration. Okay. Chercher une collaboration parce que je me suis dit m'installer avec les 2 clients qui me restent ou les 3 clients qui me restent, ça va être un peu compliqué. On a quand même des charges malheureusement, et que voilà, si j'avais pas autant de charges, je serais tout installé. Mais non, je voulais retrouver une collaboration. Moi, je suis assez à l'aise avec le fait d'être collaborateur, ça me dérange pas. Ouais, j'allais vous demander quel était votre rapport à la collaboration. J'ai l'impression que vous trouvez, paradoxalement, par rapport au discours ambiant, plus de liberté dans la collaboration que dans l'installation. Donc ça attise ma curiosité parce que c'est un discours que j'entends, c'est une parole que j'entends peu en fait, un sentiment que j'entends peu. Donc voilà. Donc vous, votre sentiment par rapport à la collaboration même à cet âge-là, etc. Ah, totalement. Pour moi, ça n'a que des avantages. Mais ça n'a que des avantages parce que c'est ce que je recherche. Si vous recherchez si vous avez un fort sentiment d'indépendance et que vous voulez le seul maître à bord, effectivement, la collaboration, ça vous satisfera pas. La différence avec moi, c'est comme je suis un peu plus vieux, j'ai un peu plus de bouteilles maintenant, j'ai un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire que je rends des comptes, mais en vérité, pas tant que ça.
Donc pour moi, c'est assez. Je suis pas le seul maître à bord, mais je suis celui qui au moins, dans l'immédiateté, peut prendre des décisions. Donc c'est très bien. En termes d'autonomie, c'est parfait. En termes de conditions de travail, c'est parfait parce que je n'ai pas à me préoccuper d'attirer les clients puisqu'on me donne des dossiers à traiter. Donc c'est tout bénef. Des dossiers qui en plus sont très intéressants et que je n'aurais pas par mon seul entre-gens, je les aurais pas, pour être très clair. Donc voilà, et j'ai pas à me préoccuper pour avoir des sous en fin de mois puisque j'ai la rétrocession qui va tomber. Et à côté de ça, moi j'ai mon propre cabinet qui tourne plutôt correctement, ce qui me permet d'en vivre très correctement. Donc ça n'a que des avantages pour moi. Mais effectivement, si vous êtes animé, et c'est notamment, il n'y a pas que les jeunes collaborateurs, hein, parce que je crois que c'est quelque chose qui est intrinsèque à la profession, c'est l'indépendance. Le fait d'être indépendant, le fait d'être seul maître à bord, effectivement, vous allez avoir 80 à 90% des avocats qui vont dire je préfère travailler tout seul et pas avoir de patron. Moi, il s'avère que c'est pas mon cas, mais je sais pourquoi je le fais aussi, parce que je peux avoir une qualité de vie qui fait que je peux me consacrer à ma famille après. Ouais. Non, mais ça reste une parole qui est très peu entendue, donc je le souligne. Même le fait de se dire que la collaboration, vous avez l'assentiment qu'elle vous permet une qualité de vie, notamment en termes de respect de votre vie pro, de votre vie personnelle et la place de votre vie personnelle par rapport à votre vie professionnelle. C'est un discours qui s'entend peu, tout simplement. Et est-ce que ça a été difficile de trouver une collaboration justement, est-ce que votre CV était bien accueilli? Est-ce que c'est quelque chose qui surprenait les cabinets qui recevaient votre candidature? Quel a été votre sentiment par rapport à la réception de votre candidature, tout simplement? Alors, là encore, ça a été. Je crois que ma vie n'est qu'un concours de circonstances. Alors là, ça a été pareil, de la même façon. Quand je pars, Jean-Yves me dit, il n'y a pas de problème, vois avec un confrère du barreau de Lyon, on se rencontrait sur des grosses assises, vois avec lui, je le connais, c'est un gros pénaliste, c'était Maître Luciani. Mm-hmm. Donc j'appelle Luciani, qui est à Lyon, et qui me dit, ouais, je connais bien Jean-Yves, je connais bien Moyard, moi, pas de problème, envoyez-moi votre CV, moi je le ferai tourner. Et je vous dirai s'il y a besoin. Puis il me rappelle, il me dit, écoutez, allez voir un tel, c'est Serge Degas qui va être le prochain bâtonnier de Lyon. Je crois qu'il a besoin d'un collab, mais je suis pas sûr. Enfin, de toute façon, envoyez-lui aussi. Il fera tourner. Donc, je prends son contact. Voilà. Très sympathique, Serge Degas me dit, pas de souci. Envoyez-moi votre CV. Donc, j'envoie le CV, puis j'ai pas de nouvelles, et je me dis, au secours, je dois partir dans 1 mois et demi, c'est l'apocalypse, etc., etc. Et là, en fait, je reçois un coup de fil un des associés de Serge Degas qui me dit, écoutez, c'est rigolo parce que moi, je cherche un collaborateur. Et puis de fil en aiguille, on a un rendez-vous qui est prévu. Je me retrouve face aux 4 ou 5 associés à l'époque. Puis je suis pris. Avec la petite histoire qui fait que je suis pris, mais en plus je suis pris pas pour travailler avec l'associé directement, mais pour travailler avec Serge Degas, qui s'apprête à être bâtonnier de Lyon. Et en fait, je suis là pour tenir son cabinet pendant son absence. Ouais, c'est une sorte de management une sorte de management de transition en cabinet d'avocat, c'est intéressant. C'est exactement ça. Et on me dit, vous allez suppléer, etc. Dans la limite du possible. Vous ne serez pas le seul collaborateur. Il y en a plusieurs, mais voilà, on a besoin de quelqu'un. En plus, votre profil est intéressant parce que vous avez un profil un peu transversal. Vous avez une formation de publiciste. C'est-à-dire que Serge Degas est publiciste. D'accord. Pratique club du droit administratif ou presque. D'accord. Vous avez aussi fait du droit privé. C'est intéressant pour la clientèle parce qu'on a quelques dossiers de droit privé. Vous avez fait du pénal. Vous avez fait du commerce, etc. On est différents associés, on a chacun notre secteur d'activité. Vous pouvez être, vous, le collaborateur transversal dans le pire des cas. Même si c'est avéré que dans les faits, j'ai été le collaborateur du bâtiment. Et voilà, et ça a été intéressant pour eux. Après, j'ai eu d'autres retours, puisque j'ai postulé, j'avais laissé une annonce sur le site de l'Ordre, et j'ai eu pas mal de retours d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que au final, il n'y a pas tant de collaborateurs qui recherchent une place, quel que soit leur profil. Moi, je pensais assez naïvement qu'il y avait, j'avais presque dire trop de collaborateurs pour les places. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de collaborateurs, puisque les jeunes avocats ont tendance à s'installer assez rapidement, en fait. En tout cas, les jeunes générations. Ce qui fait que les cabinets restent un petit peu sur leur faim. J'ai vu quelques retours, et c'est exactement la même chose qu'on m'avait dit que c'était intéressant, parce que j'avais de la bouteille. Ok.
et que j'étais capable de fonctionner dans différentes configurations, c'est bien de droit public, des configurations de droit privé, de droit public. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, donc j'ai eu pas mal de retours et j'avais eu pas mal de propositions que j'ai refusées d'ailleurs. J'ai eu le luxe de pouvoir refuser, ce qui est quand même peu courant. Mais je vous dis, c'est parce que justement, il y a beaucoup de place et très peu de collaborateurs. Ce qui, moi, m'a étonné. Non, mais je confirme, pour avoir beaucoup de cabinets, et notamment lyonnais, mais aussi marseillais, qui me disent, mais nous, on ne sait pas où sont les collaborateurs, quoi. On nous dit qu'il y a pléthore de jeunes sur le marché, mais où sont-ils les jeunes parce que nous, on cherche à recruter, on n'y arrive pas. Et donc, vous intégrez ce cabinet, vous faites, vous retrouvez à travailler pour le bâtonnier, donc bâtonnier en exercice, donc qui laisse un petit peu de côté sa clientèle et surtout vous la confie. Ça dure donc, j'imagine, 2 ans à peu près, le temps du bâtonnat. Et vous restez dans ce cabinet après ? Oui, j'y suis toujours. Vous y êtes toujours ? J'y suis toujours. Vous êtes toujours. Ouais, je suis toujours. Non, c'est toujours. On a une grosse charge de travail, donc c'est très bien. Vous faites du pénal, du public. Vous êtes de nouveau généraliste. Comment s'est dessiné les contours de votre poste ? Vous avez dit que le bâtonnier que vous avez secondé justement était publiciste avait plutôt un profil publiciste. Vous, qu'est-ce qu'il en a été ? Alors en fait, ce qui est intéressant quand vous avez un avocat qui pratique le droit administratif, c'est que vous êtes capable de voir, en fait, en réalité, tous les pans du droit, puisqu'on a une très forte clientèle de collectivités territoriales. Qui dit collectivité territoriale dit maire de commune, qui dit maire de commune dit en période d'élection procédure d'infraction au droit de la presse, notamment. Donc, j'ai fait pas mal de droit public, j'en fais toujours pas mal. Je fais pas mal de droit privé pour tout ce qui est responsabilité parce qu'il y a aussi ce pendant-là. Et puis j'ai fait pas mal de droit électoral et un petit peu quand même de droit de la presse. Donc ce qui me permet à peu près de voir à peu près tout, ce que j'avais déjà plus ou moins l'habitude de faire, avec la particularité que jusqu'à encore récemment, on avait la possibilité d'intervenir pour les autres associés qui ont des contentieux qui n'ont rien à voir, notamment contentieux social, commercial, etc. Il s'avère que je pouvais au moins aller aux audiences plaider les dossiers, puisque moi je savais faire. Donc comme je suis pas hyper spécialisé, je peux m'adapter. Après, ça a effectivement un désavantage qui est que comme je suis pas hyper spécialisé, je suis pas à la pointe des dernières évolutions, faut être lucide. Mais voilà, je peux au moins je me retrouve devant un conseil des prud'hommes, je sais comment ça fonctionne, je suis pas perdu. Je me retrouve devant un tribunal judiciaire, je suis pas perdu. Je me retrouve devant un tribunal correctionnel, je suis pas perdu. Je me retrouve devant un tribunal administratif, je ne suis pas perdu. Voilà. C'est un point qui est important. Comment vous avez vécu, comment ça s'est passé d'être le suppléant du bâtonnier ? Comment vous l'avez vécu ? Plutôt normalement, puisqu'on était plusieurs collaborateurs. Moi, je venais vraiment renforcer. Il y avait déjà une équipe. J'étais venu parce que justement, ils avaient besoin de quelqu'un d'autre parce qu'il devenait bâtonnier, Serge. Mais on était 2 autres collaborateurs, on était 3 en tout. Donc, ça a été quelque chose. On l'a plutôt bien vécu. On avait plein de dossiers à gérer. Il y avait plein d'audiences. Et après, la particularité, c'est que moi, quand je suis arrivé, il y a eu le Covid juste après. Donc j'ai eu le temps de vraiment prendre le pouls du cabinet parce que je suis arrivé en juillet 2019 et puis au mois de mars 2020 on a eu le Covid, ce qui fait que ça a un petit peu chamboulé, pas tant que ça en vérité, puisque une des particularités de travailler pour un publiciste, c'est que ça s'arrête quasiment jamais, qu'on n'est pas tenu par les audiences et qu'on a vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, le temps long, on le retrouve là. Vous avez déposé votre requête 6 mois avant, vous avez un mémoire qui arrive 7 mois après, vous vous appliquez 3 mois après le mémoire, enfin voilà, ça fait 18 mois qui viennent de se passer, vous avez travaillé 2-3 fois dans le dossier, voilà, vous n'avez jamais vu un juge. Donc ça n'a pas changé après notre pratique, donc ça s'est plutôt bien passé. Je pense que le Covid a très clairement amoindri le choc que j'aurais dû ressentir, en vérité, puisque je vois maintenant ce que ça donne depuis qu'on est sorti du Covid. Même si Serge est revenu au cabinet, n'est plus bâtonnier, on a une charge de travail qui a vraiment augmenté. Donc je me dis, si à l'époque j'avais connu ça, ça aurait été à mon avis, plus compliqué que l'expérience que j'ai eue jusqu'alors. Comment s'équilibre votre vie personnelle, justement ? Aujourd'hui, vous avez dit que, voilà, plus vous vieillissez, plus c'est important pour vous que
que votre vie personnelle soit prioritaire par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez dit que la collaboration vous permet en fait assez bien de vous y dédier, enfin de tracer la limite et de prioriser justement. Comment est-ce que ça s'articule pour vous? En fait, il y a deux choses. Du point de vue de la collaboration pure, le Covid étant passé par là, je pense qu'il ne faut pas que ce soit propre à notre cabinet, mais on a un peu revu la façon de travailler. C'est-à-dire que on télétravaille plus facilement. Aujourd'hui, je suis en télétravail, par exemple. Donc, on télétravaille plus facilement, ce qui fait que le temps de travail pendant que je suis à la maison, il a rien à voir avec le temps de travail que j'ai quand je suis au cabinet, puisque j'arrive le matin, je repars le soir. Là, c'est pas le cas. Je peux bosser jusqu'à, par exemple, 2 heures du matin quand tout le monde est couché, c'est pas un souci. Ce que je faisais pendant, c'est ce qui est bête à dire, mais ça permet comme ça de se garder les petites plages du moment avec sa famille, puis après pouvoir travailler. Et le travail se fait toujours de la même manière. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que le Covid a aidé en termes de collaboration. Et puis après, à titre plus personnel, je gère mon cabinet plus légèrement que ce que je gérais auparavant, c'est-à-dire que je suis peut-être plus exigeant sur les dossiers que je récupère à titre personnel. Uh-huh. Il peut m'arriver d'en refuser, pour être très clair, parce que autant quand j'étais plus jeune collaborateur, on a tendance à se dire bon, je vais développer, donc je vais un peu prendre tout ce que je sais faire, pas n'importe comment, mais tout ce que je sais faire, et vous retrouvez, on le voit ici ou là quand on discute avec des confrères, des fois avec des clients pas faciles à gérer qui vous font perdre plus de temps et d'énergie à leur relation, à leur gérer les états d'âme du client qu'à gérer le dossier lui-même. Ça, maintenant, j'ai réussi à prendre un peu de distance et donc je repère assez plus facilement les gens qui vont me poser problème dans la gestion de leur dossier parce qu'il faut les materner pour être très clair. Je préfère largement des gens qui me disent débrouillez-vous, ça c'est mon truc, je vous pose sur un coin de table, merci, au revoir. Ça, je gère. C'est peut-être moins glorieux ou glorifiant dans le rapport au client, mais pour moi, pour ma pratique et ma sanité, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je gère comme ça en fait. J'ai ce luxe-là. Je sais que c'est un luxe parce que je me souviens très bien quand j'ai commencé, le luxe on ne l'a pas. Le luxe, vous faites ce que vous voulez, et vous travaillez à droite à gauche, vous faites les permanences pénales, vous êtes quasiment pas au cabinet, puis quand vous êtes pas au cabinet, le travail il avance pas, etc. Donc vous dites il faut que je rebosse à la maison pour rattraper le retard que j'ai eu. On s'en sort plus au bout d'un moment. Là, je peux me le permettre. Et puis surtout, comme je suis plus vieux, je fais plus les permanences. Ce qui est un peu bête à dire, mais il me faut aussi gagner du temps de travail précieux. Donc, les dossiers que vous ne prenez plus, c'est principalement pour les histoires où vous sentez que le relationnel client va être trop énergivore? Oui. Des fois même, je sais que j'y perds financièrement, clairement. Mais ce que j'ai appris, ce que pas mal de confrères nous disent quand ils ont un peu d'expérience, et ils ont raison, il vaut mieux se consacrer à un ou deux dossiers payants qui vont peut-être payer un petit peu moins, plutôt que se consacrer à 4 ou 5 dossiers extrêmement payants, mais où vous allez passer 90% de votre temps à gérer les états d'âme du client. Ça n'a pas d'intérêt, parce qu'au final, vous allez perdre de l'énergie, et vous n'allez pas nécessairement traiter correctement le dossier, ce qui fait que le client sera de toute façon pas nécessairement content. Donc vous avez perdu du temps d'un côté à le materner, il n'est pas content sur les résultats, le travail s'est pas fait, c'est pas satisfaisant pour le client et pour moi. Donc vous voyez, donc on y gagne. En vérité, on y gagne beaucoup plus. Mais c'est pas évident parce que quand vous êtes jeune collaborateur, vous avez une rétrocession qui est pas énorme. Moi, j'ai commencé la rétrocession n'était vraiment pas énorme. Quand vous avez les premiers appels de charge et que vous dites voilà, faut que je paye mon loyer, faut que je mange, puis il faut que j'ai quand même quelques à côté pour sortir. On a tendance à oublier dire bon, c'est pas grave, ma qualité de vie au travail, elle va en pâtir. Mais je vais y aller, je vais faire un maximum de garde à vue, je vais récupérer tout ce que je peux récupérer, des gens qui viennent avec des documents un peu n'importe comment pour relancer des procès, etc. Voilà, ça, on le fait beaucoup. Ça, j'oublie pas parce que je l'ai beaucoup fait aussi. Mais je vous dis, c'est pas satisfaisant à terme. C'est vraiment pas satisfaisant. Donc maintenant, je peux le faire. Je peux, moi, avoir le luxe de refuser. Je refuse. Voilà. Est-ce que ça étonne autour de vous que vous soyez collaborateur? À mon âge, non. Non, j'ai pas de... Non, j'ai pas. Non, mais après, pour être très honnête, j'échange avec les confrères, mais j'échange pas sur ce sujet-là. En tout cas, c'est pas quelque chose, on me dit pas, peut-être une ou deux fois, on m'a dit pourquoi tu t'installes pas, mais quand on sait que j'ai changé 3 fois de barreau,
On se dit bon, effectivement, c'est peut-être pas évident pour lui de s'installer, mais après en avoir discuté, notamment avec le bâtonnier de Nancy, Frédéric Bernard, je me suis aperçu qu'en fait, il y a pas mal de confrères, pas lui directement, mais en discutant tous les deux, il y a pas mal de confrères qui, des fois, regrettent le fait de s'installer. Alors que la liberté, elle a un coût, c'est ce qu'on dit souvent. Et j'ai l'impression que certains, si c'était à refaire, feraient pas ce choix-là. Après, le problème, c'est quand vous êtes installé, vous pouvez plus faire marche arrière. Oh j'ai des contre-exemples. Si c'est possible, mais je pense qu'effectivement je dis pas que c'est impossible. Ouais. Je dis que c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Quand on a goûté la liberté et quand on a goûté, vous avez votre propre cabinet, vous avez meublé votre cabinet comme vous l'entendez, vous travaillez comme vous l'entendez. Si vous n'avez pas travaillé les matins, vous travaillez pas les matins, etc. Si vous n'avez pas travaillé 2 jours par semaine, vous travaillez pas 2 jours par semaine. Vous êtes condamné à personne. Le jour où vous retrouvez une collaboration, même à mi-temps, waouh, c'est une claque. Hein. Et puis pour certains, justement parce que, comme vous disiez tout à l'heure, l'aboutissement de la réflexion du jeune avocat, c'est l'installation. On a l'impression d'avoir raté l'objectif et d'avoir régressé. Moi, je pense que c'est pas le cas, par exemple, parce que j'ai pas cet objectif-là d'installation nécessairement à tout prix. Je dis pas que je l'ai pas, mais pour le moment, voilà. Non, mais c'est de toute façon cette notion de rater ou pas ou réussir est très subjective par rapport à un choix de vie. Je vous pose cette question parce que, en tout cas, à Paris, j'ai presque l'impression que c'est pire en province où finalement le fait de s'installer tôt est rendu peut-être encore plus possible qu'à Paris, je sais pas. Ouais, qu'il y a vraiment ce truc où quand on est encore collaborateur au bout d'un certain nombre d'années, c'est vraiment une question prégnante un peu, mais pourquoi tu t'installes pas ou pourquoi tu t'associes pas ou dans des plus grosses structures, où est-ce que tu en es de ton parcours d'association et qu'il y a un peu un côté et alors que je sais que c'est une aspiration, enfin en tout cas moi j'échange avec un certain nombre d'avocats pour qui c'est plus une aspiration quoi, qui n'ont pas d'appétence particulière pour le développement, la partie commerciale du métier. Qui aiment beaucoup leur posture plus d'expertise et le contenu de leur métier plus que la vente entre guillemets de leur métier et qui se posent ces questions-là de en fait quelle est ma place et ma possibilité d'évolution dans cette profession si je n'évolue pas vers une installation ou vers un aspect business, un aspect de développement d'affaires. Et je trouve ça du coup chouette de vous tendre le micro. C'était pas prévu parce que moi je fais pas de recherche sur mes invités a priori, mais et d'avoir un autre regard là-dessus. Peut-être que ça en rassurera un certain nombre, mais c'est comme vous dites, en fait dans les deux cas on est sur un choix de vie et dans certains cas on reste collaborateur, il faut accepter que du coup il y a quand même un cadre qui est posé, c'est pas ces dossiers exactement, etc. ça. Peut-être des conditions de travail qui sont plus ou moins imposées, etc. Et puis dans d'autres, c'est d'autres pinceaux d'aller chercher le chiffre d'affaires parce que c'est ça qui nous fait vivre, quoi. Et comment est-ce que vous vous projetez pour les prochaines années, justement ? Je me projette pas, pour être très honnête. Pas du tout. Je dirais pas que je me laisse vivre, mais voilà, je me laisse du temps. Je crois que j'ai suffisamment maintenant d'expérience pour dire que tout ce que j'ai pu penser que j'allais entreprendre ne s'est pas fait. On vit beaucoup de renoncements professionnellement et quand on avance en âge, que voilà, je me dis voilà, on verra ce que l'avenir me réservera. Pour le moment, je suis toujours collaborateur. Peut-être que dans 5 ans, je ne serai plus. Peut-être que dans 5 ans, je ne serai plus avocat. Peut-être que je serai installé. Peut-être que je serai associé. Je ne sais pas. Je prends vraiment je prends ce que la vie elle m'offre. Et pour le moment, la vie m'offre une vie de famille qui est très sympathique. Pour moi, je suis comblé. Je veux juste revenir sur un point que vous disiez tout à l'heure, sur le rapport collaboration, association, installation, la différence Paris-Province. Je vous en prie. C'est très vrai, différence Paris-Province. Et je pense que il y a un deuxième élément qui est l'élément générationnel. Sur le fait Paris-Province, je discutais avec une collaboratrice d'un grand pénaliste, d'un gros cabinet, un grand pénaliste parisien, qui est collaboratrice, je crois, depuis 13 ans. Et on en parlait, et moi, je lui posais naïvement la question, effectivement, que tout le monde se pose, qu'on a pu me poser, comme vous disiez. Je dis, pourquoi tu t'installes pas? Elle me dit, mais pourquoi je veux m'installer? Ça sert à quoi? Je suis collaboratrice d'un cabinet qui tourne bien.
J'ai des dossiers extrêmement intéressants que je n'aurais peut-être pas dans un premier temps toute seule. J'ai pas allé chercher la clientèle. Je suis en terrain inconnu. Je gagne bien ma vie. Pourquoi changer? Et elle avait raison. Elle a raison. Fondamentalement, elle a raison. Et je pense que ça choque peut-être moins à Paris parce que justement, on a aussi plus de difficultés à s'installer. Peut-être parce que voilà, le coût de la vie est plus élevé, etc., etc. Je ne sais pas. En tout cas, ça choque moins à Paris qu'en province parce qu'en province, on a, je pense, et ça c'est l'aspect générationnel à mon avis qui parle, comme on a les plus petites structures, des plus petits barreaux, effectivement, on a l'idée plutôt de transmission et de faire en sorte que le collaborateur s'installe pour peut-être reprendre la clientèle ou du moins reprendre une certaine façon de gérer une clientèle et de travailler. Moi, mon premier patron, il s'est parti, on était à Dreux, c'était le barreau de Chartres, et quand on regardait en fait, j'allais presque dire avec plein de guillemets, les grosses structures, vous aviez peut-être 6 ou 7 cabinets, c'était les anciens collaborateurs d'un avocat. Donc voilà, il avait transmis la façon de gérer et les 6-7 collaborateurs qu'il avait eus s'étaient installés. Et eux-mêmes, je pense, dont mon patron, attendaient des collaborateurs qu'il formait qui reprennent la succession, comme une sorte d'héritage intellectuel. Il y a ça. Je pense qu'il y a peut-être moins ça à Paris, parce qu'il y a toujours eu plus d'avocats qu'en province. Donc c'était moins marqué. Si on prend on parlait de Blois tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, avant l'arrivée des conseils juridiques à Blois, je suis pas sûr qu'il y ait plus de 15 avocats. Donc vous imaginez, si vous êtes à moins de 15 avocats, ils se connaissent tous, si vous en avez 7 ou 8, je sais pas, ils trustaient tout le contentieux local. Évidemment, on a plutôt se dire, bah, à ton tour de t'installer. Tu étais mon collaborateur, toi t'installer. Ce qui est moins le cas quand vous avez 35 000 avocats, par exemple, évidemment. Donc je pense qu'il y a ça, il y a aussi l'aspect générationnel qui joue, différence Paris-Province et l'aspect générationnel, très clairement. En tout cas, moi, je me sens pas tenu par ce qu'ont fait les autres et le fait de nécessairement s'installer. Mais ça, vous l'avez compris. Oui. Depuis le début. Non, mais c'est super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange. Vous avez dit que peut-être que le fait d'être entré plus tard dans la profession d'avocat et d'avoir eu une vie avant d'être avocat, d'avoir exercé les métiers que vous avez exercés, tout ça, ça contribue peut-être au fait que vous ayez un certain regard sur votre profession, que vous viviez votre exercice d'une certaine façon. Vous pensez à quoi? Alors, il y a à plusieurs échelles, plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan de la profession en lui-même, ça m'a apporté, puisque avoir connaissance notamment de l'administration de l'éducation nationale, ça peut aider dans certains dossiers, puisque quand vous vous retrouvez à gérer un contentieux avec un élève, etc., vous savez comment ça fonctionne. Donc, bon, vous avez ce truc-là, pour vous donner un exemple. Et puis, ça sert aussi, puisque sur le plan, cette fois-ci, j'allais dire, pas professionnel, matériel, mais plutôt organique, bah, il y a une vie. Il y a une vie dans la profession d'avocat. J'ai fait autre chose avant, je suis devenu avocat, peut-être que je ferai autre chose après, j'en sais rien. Et je pense que ça aide aussi à relativiser des fois peut-être le mal-être qu'on peut avoir quand on exerce, qui existe, que moi j'ai pu connaître et que d'autres ont pu connaître aussi, parce que c'est une profession qui est tellement exigeante intellectuellement et émotionnellement que vous en arrivez en fait en vérité ne plus voir les tenants et les aboutissants de votre profession, de votre propre profession. Vous êtes pris dans un certain engrenage et on s'en sort pas. Le fait d'avoir eu une vie avant, c'est de me dire, il y a autre chose. Il n'y a pas que la profession d'avocat. Quand je rentre le soir chez moi, je me dis pas, il y a des cotisations à payer. Bon, je me le dis quand même un peu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça de la profession. Je dis, il y a autre chose. Avant, je faisais ça. Voilà. Donc ça m'aide. Ça aide à tenir aussi. Alors c'est peut-être un pis-aller assez simple, etc. Mais je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'aide à tenir. Et je pense que avoir une expérience à côté, ça n'est que favorable, que bénéfique. Ça vous aide à vous recentrer. En tout cas, avec moi, ça marche. Et je pense que ça pourrait marcher avec d'autres. Et puis ça permet de dire, ouais, je l'ai très clairement, il y a autre chose. Il y a une vie en dehors de la profession d'avocat. Contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire, notamment quand on est jeune collaborateur, il y a une autre vie, il n'y a pas de difficulté, on peut faire autre chose si on en a envie, et c'est pas la mort. Je suis arrivé tardivement dans la profession, je peux la quitter tout aussi tardivement, c'est pas un souci. Vraiment, faut se sentir libre, et faut pas c'est facile à dire, mais je crois qu'il faut pas se laisser enfermer, parce que le risque de se laisser enfermer et de pas en parler, c'est pour ça que c'est bien ce que vous faites en sorte de podcast, parce que ça permet d'écouter, de voir les expériences de
de plein d'autres confrères et de vraiment pouvoir croiser les points de vue. Je pense que c'est nécessaire pour justement évacuer tout le négatif de la profession, tout le négatif de la routine, qui est vraiment mortifère. Quand on en parle avec les confrères, ils se disent toujours entre 5 et 10 ans, tu penses que tu vas arrêter. C'est vrai. Mais j'allais presque dire, je vais pas vous rassurer, mais au-delà de 10 ans, on y pense aussi. Seulement, c'est moins prégnant. On y pense un peu moins. Mais c'est toujours là. À quel moment est-ce que vous avez eu des tentations d'arrêter ? Pendant mes 5 premières années. Mes 5 premières années, je me suis dit, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Au secours. Oh mon Dieu, quoi. C'était vraiment ça parce que il y a plusieurs choses. Vous arrivez sur le marché du travail, enfin moi j'étais déjà dans d'autres secteurs, mais vous arrivez sur le marché du travail de l'avocat, vous gagnez pas très très bien votre vie, vous avez rapidement des charges, et au final, je travaille comme un cinglé pour pas ramener grand chose. Donc il y a ce premier point-là. Et puis il y a ce deuxième point qui est en fait la formation. C'est-à-dire que pendant les 5 premières années, vous avez la robe, mais elle va épouser les contours de votre corps au terme de 5 ans. Parce que vous savez ce que vous savez faire et vous savez ce que vous allez faire par la suite. Vous savez ce que vous valez. Tout cet apprentissage-là, il faut pas se leurrer, il se fait dans la douleur. Je n'ai rarement rencontré des confrères qui disent c'est génial, c'est super, je bosse 60 heures par semaine. Non, c'est une vraie douleur. Et on le voit d'ailleurs sur Twitter. Les gens qui en parlent vous diront mais c'est de la folie furieuse. Il faut sortir de ça. Et ça, les 5 premières années de votre vie professionnelle, pour moi, c'est coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. C'était ça. Et donc je me suis dit à un moment donné, faut me faire taper dessus, c'est très sympathique, mais faut que ça s'arrête. Et puis finalement, on développe une certaine résistance, une certaine résilience, à moins que ce soit un certain fatalisme, je ne sais pas. Mais on reste dans la profession, et après l'idée, elle s'évapore. Elle reste toujours à peu près là, mais elle s'évapore. Même, vous voyez, j'ai plus de 10 ans de bar maintenant. J'y pense encore. Mais comme moi, j'ai réussi à, quelque part, à redresser la barre et à me diriger, à orienter plutôt mon curseur vers un vie de famille, c'est plus simple aussi pour moi, j'allais dire, d'encaisser maintenant les coups de la profession. Mais ça, c'est bien que vous en parliez. C'est bien de le dire. Oui, non, mais c'est important. J'en discutais avec des amis et on se faisait la remarque. Je ne sais pas si c'est propre à la profession d'avocat ou si c'est plus généralement le début d'une vie professionnelle qui est difficile parce qu'en fait, il faut apprendre bien d'autres choses que la technicité de son métier. Il faut apprendre la technicité de son métier et en plus, il faut apprendre un peu il y a beaucoup de savoir-être à apprendre de comment on gère un client, de comment on gère un collègue, de comment on gère un patron, de son rôle de manager, si on est amené à manager rapidement, de manager. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Quand on est avocat, il y a le contradicteur, il y a les acteurs du tribunal, les autres personnes avec qui on négocie si on fait plus du conseil. Enfin, je veux dire, c'est quand même une grosse montée en compétences et pas que technique, quoi, aussi relationnelle et humaine. J'en parlais notamment avec un ami qui, lui, a commencé sa vie professionnelle dans le milieu du conseil après une école d'ingénieur. Et il disait, en fait, c'est les 2-3 premières années, elles sont dures, quoi, parce que faut apprendre son métier et en plus, faut tout apprendre de comment on l'exerce juste avec les gens. Juste gérer les gens, quoi, autour et savoir quel est son rôle, comprendre en fait quelle est l'essence de son métier, qu'est-ce qu'on attend de soi et tout. Voilà, je sais pas, j'ai pas de statistiques qui me permettent de dire si la profession d'avocat est plus dure qu'une autre dans les premières années. Ce qui est sûr, c'est que je pense que tout début professionnel est quand même dur aussi pour ces raisons-là qui dépassent la simple technicité. Qui a cette espèce, le fait de se mettre dans de se couler dans un moule. Le début, quand on entreprend, le début de l'entrepreneuriat, c'est dur. Enfin, en fait, voilà, les débuts d'une quelconque profession, il y a toujours ce côté un peu dur. Et je pense qu'ensuite, si on quitte la profession d'avocat ou une autre profession pour une autre, en fait, c'est quand même des acquis, quoi.
la gestion des humains, soi-même, son placement dans un monde professionnel. Normalement, on a déjà encaissé et appris pas mal de choses. On s'est peut-être déniaisé aussi sur un certain nombre de points qui fait que c'est de l'acquis et que cette transition, elle peut se faire plus facilement et ouais, on travaille sur quelque chose d'acquis, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et quelle est votre dernière joie? Ça concerne mon fils. J'ai vu une photo de lui il y a 2 petites heures chez la nourrice. Il a eu 1 an il y a quelques jours, le 29 mars dernier. Et il avait été malade entre-temps. Et là, on a reçu une photo parce que la nourrice lui a fait un gâteau au chocolat avec une petite bougie et manger son gâteau au chocolat. Ça, c'était Oh, le vénard. ma petite journée il y a 2 heures. Eh ouais. Le vénard avec son gâteau au chocolat. Je suis jalouse de votre fils. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Ça dépend des fois. Tout dépend. Le plus souvent, je m'habille tout à fait normalement. Jean, pull, voilà. Merci beaucoup, Ludovic, pour cet échange. Merci à vous. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!